l'État, comme vous le savez, a présidé un conseil des ministres hier qui a adopté un certain nombre d'actes normatifs visant à rendre effectives et applicables certaines mesures annoncées à l'issue des assises sociales convoquées à son initiative. Il s'agit principalement des mesures relatives au relèvement de l'allocation familiale pour les enfants des foyers économiquement faibles, de la question de l'égalité de traitement entre le conjoint survivant, hommes et femmes, salariés ou non, et de la réévaluation de la pension du survivant pour les orphelins de père et de mère. Un autre texte très attendu et adopté au cours du Conseil des ministres d'hier concerne la prise en charge obligatoire aux urgences les premières 24 heures lorsque le diagnostic vital est engagé, que le malade soit assuré ou non. Cette prise en charge concerne les actes médicaux suivants: les consultations, les examens paramédicaux, les soins à administrer et la mise en observation. Au titre de l'agenda du président de la République, vous savez que le 16 mai dernier, le président de la République, chef de l'État, s'est rendu en Ogoué-Vindo en sa qualité de chef suprême des armées, où s'effectuaient des manœuvres médico-militaires. Le président de la République s'est rendu à Makokou, Menkambo, Ovan, Boué et Mokeko, où il a pu se rendre compte du déploiement mis en place par le service de santé militaire avec le soutien logistique des autres éléments de nos forces de sécurité et de défense. En attendant le rapport définitif de cette opération, il ressort à ce jour que 18 300 consultations ont été réalisées, 88 interventions chirurgicales pratiquées, 1254 examens de laboratoire accomplis, 2108 enfants vaccinés contre le tétanos, la fièvre jaune et la typhoïde, 7643 kits de brossage et 10 460 préservatifs distribués, 905 tests de dépistage au VIH-Sida ont été réalisés. Toujours au titre de l'agenda, le président de la République, chef de l'État, a quitté Libreville hier afin de prendre part à la 49e session des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tient à Kigali, au Rwanda. Le thème de cette assemblée est « Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons ». Avec une croissance économique qui est passée de 4,7% en 2013 à 5,2% en 2014, selon les statistiques de la Banque mondiale, le continent africain connaît d'importants investissements basés sur l'exploitation des ressources naturelles et le développement des infrastructures. Face à de tels résultats, cette assemblée de la BAD va permettre aux décideurs africains de réfléchir sur le futur du continent pour les 50 années à venir. Cette assemblée va réunir un peu plus de 3000 participants, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de 54 pays membres régionaux de la Banque, des délégués représentants des institutions financières internationales, des agences de développement, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, la société civile et les médias. Il y a lieu de rappeler, pour ce qui est du Gabon, que depuis son adhésion en 1974 comme membre régional de la BAD, le Gabon a toujours entretenu une coopération fructueuse avec cette institution financière continentale. La vigueur et l'excellence de nos relations se vit notamment à travers le volume des appuis multiformes et multisectoriels dont notre pays a pu bénéficier de la BAD pour un montant global de plus de 800 milliards de francs CFA correspondant à 44 opérations. Il se vit également dans le soutien constant du Gabon à l'expansion des activités de la BAD, notamment sa contribution
aux augmentations successives de capital de cette dernière. Aussi, 3 programmes phares illustrent à ce jour le rôle clé joué par la BAD dans la politique de développement du Gabon. Il s'agit principalement du programme routier 1, qui a permis d'améliorer considérablement le réseau routier avec la réalisation de 246 km de routes bitumées. Du programme Éducation 3, qui a pour objectif premier d'accroître la capacité d'accueil et d'améliorer la qualité de l'enseignement technique et professionnel. Et enfin, le programme d'appui au secteur des pêches et de l'aquaculture, qui devrait permettre de renforcer les capacités de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture. Au cours de la visite effectuée par le président de la BAD à Libreville en février 2014, le président de la République gabonaise avait évoqué avec lui la possibilité pour cette institution d'accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de son pacte social. À cet effet, le chef de l'État avait instruit le premier chef du gouvernement d'intégrer cette préoccupation dans le nouveau document cadre de coopération qui fera l'objet de discussions entre le Gabon et la BAD. Il y a quelques jours, Madame Geneviève Garios, présidente d'Amnesty International France, dans le cadre d'une campagne mondiale contre la torture, a dénoncé sur les antennes de Radio France Internationale l'inexistence, selon elle, au Gabon, d'instruments juridiques de lutte contre la torture. La présidente de la République trouve cette mise en accusation inappropriée car sans fondement. Il est à rappeler que le Gabon a ratifié les principaux instruments internationaux sur la lutte contre la torture et les autres traitements analogues, à savoir la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette ratification a eu lieu le 8 septembre 2000. De même, le protocole relatif a été ratifié le 22 septembre 2010. C'est d'ailleurs à ce titre que le Gabon est invité à prendre part à la concertation internationale que l'Organisation internationale de la francophonie et le Haut Commissariat international aux droits de l'homme co-organisent le 23 et le 24 juin 2014 à Paris sur le thème « Les mécanismes nationaux de prévention de la torture en Afrique francophone, enjeux, défis et perspectives ». Il est également à relever que le Gabon, à la suite des discussions qu'il a eues avec le Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture le 9 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a adapté sa législation aux recommandations de cet organisme spécialisé de l'ONU et a introduit l'enseignement des droits de l'homme dans ses modules de formation destinés au personnel intéressé par cette question. Ainsi, les articles 1er de la Constitution, 228 et 253 de notre Code pénal condamnent sans ambiguïté la pratique de la torture. Par ailleurs, toujours sur la base de ces recommandations onusiennes, un séminaire de formation sur les questions de droits humains et l'état de droit en matière de détention et de traite des personnes avait été organisé les 5 et 6 mars 2013 par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique, en collaboration avec le ministère en charge de la Justice et la Commission nationale des droits de l'homme. C'est dire la place prépondérante qui est celle des droits de l'homme dans le projet de société que met en œuvre progressivement le gouvernement gabonais sous la bienveillante attention du président de la République, chef de l'État. Il s'agit donc là d'allégations sans fondement et qui visent à ternir l'image du Gabon, ce que naturellement nous ne pouvons accepter. Enfin, vous le savez que nous vivons depuis quelques heures déjà, même si officiellement cela ne démarre que demain, la 3e édition du New York Forum Africa qui se tient à Libreville du 23-25 mai. Nous attendons un peu plus de 1500 participants, parmi lesquels un peu plus de 500 participants internationaux, dont des chefs d'État, d'anciens chefs d'État,
de hauts dirigeants de sociétés et plusieurs personnalités du monde économique et médiatique. 500 jeunes Gabonais prendront également part à cette rencontre et c'est une première. Le thème des assises cette année, c'est la transformation d'un continent. Il s'agira de donner l'opportunité aux participants d'aborder les initiatives permettant de transformer le capital humain du continent, les ressources naturelles et l'énergie, les terres pour l'agriculture, l'investissement en activités industrielles, la connectivité et l'innovation digitale en emploi, les initiatives marketing isolées, en branding, la communauté et en branding coopératif et les communautés pour une nouvelle citoyenneté africaine. Les résultats du groupe de travail qui sera mis en place à l'occasion de la rencontre que les jeunes auront avec les chefs d'État permettront d'être présentés à 10 grandes entreprises dans chaque pays de la CEMAC ainsi qu'aux chefs d'État. Les 3 principales institutions éducatives et le fonds de formation professionnelle créé et lancé par le New York Africa Forum de 2013, Train My Generation, seront également destinataires de ce manifeste. Les résultats seront partagés par plusieurs chefs d'État et dans des réseaux du New York Africa Forum et seront également présentés à l'occasion du sommet Afrique-USA qui aura lieu en août 2014 à Washington, aux États-Unis. Merci de votre aimable attention. Bonjour, Monsieur le porte-parole. Bonjour. C'est donc demain la date retenue pour l'ouverture des 3e assises du New York Forum Africa. De nombreux Gabonais, voire même une certaine opinion internationale, se posent toujours la question sur la nécessité de la tenue d'un tel forum, très onéreux pour les finances publiques. Alors, quelles sont les retombées du New York Forum sur la population gabonaise? C'est ma première question. La deuxième question, elle a trait à la politique intérieure. L'évêque Djoktan, au cours d'un point de presse tenu à Port-Gentil, a affirmé avoir été victime d'un empoisonnement de la part du pouvoir en place. Et vous reviendra que les mêmes accusations avaient été déjà formulées par M. Mbobam, qu'on dit très, très malade. Quel commentaire faites-vous de ces accusations-là? S'agissant de votre préoccupation légitime sur les retombées du New York Forum, il faut dire qu'en effet, de nombreux compatriotes se posent la question. Ils se la posent parce que chaque franc investi doit correspondre à des retombées précises et c'est normal que dans une démocratie, l'opinion publique, les médias, les citoyens s'interrogent sur la destination et l'usage que l'on fait de l'argent public. Vous savez que c'est une rencontre qui a été initiée depuis bientôt 3 ans. Nous sommes là à la 3e édition et qui a été voulue par le président de la République, chef de l'État, dans le souci de faire en sorte que le Gabon devienne, à terme, une destination industrielle et commerciale. L'image d'un pays, c'est sa première richesse. Le Gabon, jusqu'à présent, était reconnu à travers le monde comme un producteur de pétrole et qu'il exportait brut, comme un producteur de manganèse qu'il exportait brut, comme un producteur de bois qu'il exportait brut, mais pas comme une destination d'affaires. La vocation première du New York Forum Africa est de faire de Libreville et du Gabon une destination d'affaires. À cet effet, de nombreux contrats ont été signés et sont pour les uns en voie de matérialisation, pour les autres en plein bouclage financier pour leur matérialisation. Un des contrats signés à l'occasion du New York Forum l'année dernière, c'est notamment le contrat portant sur la construction de la marina à Libreville. Et chacun peut observer que les travaux se font convenablement. Un autre contrat signé avant cela, c'est celui portant sur une nouvelle usine pour la production du ciment. Et chacun peut là aussi observer que les travaux se font. Mais
les retombées, c'est à la fois sur les contrats qui sont signés entre l'État et des partenaires, mais c'est aussi des contrats signés à cette occasion entre partenaires économiques gabonais et leurs homologues venus de l'étranger. Les retombées, c'est également tout ce qui est retombées directes sur l'hôtellerie. Il faut quand même savoir qu'à l'heure où se tient le New York Forum Africa à Libreville, il n'y a plus aucune chambre d'hôtel disponible à Libreville. Si vous voulez demain organiser une manifestation, vous êtes obligé d'attendre la fin du New York Forum Africa. Ça veut dire que les hôteliers, les restaurateurs voient des retombées directes de l'organisation. C'est quand même aussi cela, la vocation d'un État, que de créer des événements qui peuvent aider les PME à trouver des opportunités. Donc, sur l'hôtellerie, la restauration, c'est des retombées directes. Tout ce qui est location de véhicules de luxe, haut de gamme, aujourd'hui, les gens font de bonnes petites affaires par l'organisation du New York Forum. Et puis, tout ce qui concerne la sécurité et tous les emplois qui sont créés pour cet événement, on estime à peu près 500 le nombre d'emplois ponctuels créés à l'occasion du New York Forum. Donc, c'est une question légitime que les compatriotes se posent, mais la réponse est celle que je vous fais. Il y a des retombées depuis l'année dernière en termes de contrats signés. Il y a des retombées directes pour les secteurs de l'hôtellerie, des services en général. Et puis, il y a les petits emplois qui sont créés à l'occasion de cet événement. S'agissant de votre deuxième préoccupation, nous avons entendu ce qui a été dit par notre compatriote Mike Joktan, qui affirme avoir été victime d'ailleurs à plusieurs reprises, selon ce qu'il prétend, d'empoisonnement. Il y a juste deux choses à dire. La première, c'est que Mike Joktan ne représente pas pour Ali Bongo une menace. Il n'est pas pour Ali Bongo un adversaire politique. C'est un compatriote qui a des idées divergentes des nôtres, mais comme il en existe d'autres. Et donc, il n'y a aucune raison fondamentale pour que le pouvoir cherche à nuire, à attenter à la vie de M. Joktan, qui d'ailleurs nous a un peu habitués à ce qui est des attentats contre sa personne, mais parfois par des individus dans les quartiers. Et parfois, il dit que sa femme ferait l'objet de menaces, on ne sait de la part de qui. Le président Ali Bongo et son gouvernement ne fonctionnent pas de la sorte. La contradiction politique au Gabon est une contradiction civilisée. Nous n'avons pas besoin de ce type de méthode chez nous. Et donc, si M. Joktan a des éléments qui démontrent qu'en effet, il aurait été victime d'empoisonnement, libre à lui de saisir les tribunaux et d'avoir ces éléments de preuve. S'il n'a pas confiance aux juridictions gabonaises, qui saisissent d'autres juridictions ailleurs dans le monde, telles que la loi et les conventions le permettent. Mais nous récusons totalement ce type d'accusations erronées et qui sont de véritables farces dans la situation actuelle. Ma première question, vu que j'en ai deux, est celle portant sur l'université Omar Bongo, où on assiste ces derniers temps-ci à des grèves sans fin, à des grèves à répétition. Et l'opinion nationale, et peut-être même ceux qui nous suivent à l'extérieur, aimeraient savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ces grèves et que fait les pouvoirs publics pour y mettre un terme définitivement. La deuxième question, c'est au sujet des régies financières. On observe ces derniers temps-ci des multiples remous dans plusieurs régies financières depuis la mise en place de la nouvelle prime nommée prime d'incitation à la performance. Pouvons-nous avoir lumière sur cette situation qui paralyse notre économie? Merci. Sur votre première préoccupation, ce n'est certainement pas nous ici qui pourrons vous dire qu'est-ce qui est à l'origine des fièvres qui montent régulièrement sur le campus, mais nous observons et nous entendons, nous écoutons les revendications. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants comme les enseignants sont en contact permanent avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui tente d'écouter les problèmes et d'apporter les solutions au fur et à mesure de l'évolution des dossiers. Et donc ça serait une bonne préoccupation à exprimer au ministre de l'Enseignement supérieur qui se ferait, de mon point de vue, le loisir d'expliquer la situation actuellement à l'université. Les revendications sont de plusieurs ordres. Il y a des revendications liées aux conditions de vie des étudiants en site universitaire.
il y a des revendications liées au restaurant universitaire et au fait que bon, l'État a signé un partenariat avec un opérateur de réputation, de renommée internationale, mais les étudiants estiment que parfois la quantité, non pas la qualité, des repas qui sont servis ne leur permettent pas de tenir pendant quelques heures de cours. Ça aussi, c'est un type de revendication. Et il y en a qui sont beaucoup plus académiques, liés à la mise en place du LMD, liés à la question des passages en classe supérieure, liés au respect des trimestres, etc. Donc, tous ces éléments sont connus du gouvernement qui s'active à tenter de trouver des solutions. S'agissant de la question sur les grèves que l'on observe aux douanes et maintenant aux impôts, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Le président de la République a pris un certain nombre de décisions de manière d'apporter un peu plus de justice, d'équité dans les rémunérations, mais de manière également à faire en sorte que l'argent public aille dans les projets de développement. Le chef de l'État ne reviendra pas sur cette décision, peu importe les grèves qu'il peut y avoir dans ces secteurs-là. La décision d'instituer une prime d'incitation à la performance est une décision sans équivoque et sur laquelle le chef de l'État ne reviendra pas. Le Conseil d'État, ayant été consulté, a mis un avis. Il a demandé de faire en sorte que la PIP ne soit pas instituée par un décret, mais par une loi. La loi a été adoptée en Conseil des ministres et transmise au Parlement pour examen et adoption. La loi suit son examen au Parlement. Nous pouvons espérer simplement que le Parlement examine la loi avec la célérité qu'impose l'urgence, sans avoir à nous immiscer dans le programme de travail parlementaire, mais souhaiter seulement que le Parlement examine dans l'urgence ce texte de loi attendu par tous. Le troisième élément, c'est qu'il y a les autres secteurs qui attendent les décisions prises par le chef de l'État. Et donc, prendre sur soi la décision de paralyser l'économie, parce que lorsque le port est paralysé, vous savez les conséquences qu'il y a. Si demain nous devions affronter des pénuries pour ce qui est des médicaments dans les hôpitaux, pour ce qui est de l'eau dans les centres commerciaux, pour ce qui est de la nourriture, qu'est-ce qui assumerait une telle responsabilité? Si demain, nous faisions les comptes et nous constations que ces grèves à répétition, c'est des rentrées fiscales en moins, c'est donc de l'argent en moins pour l'État, et c'est donc des capacités en moins à investir ou à assumer un certain nombre de responsabilités régaliennes parfois, qu'est-ce qui en aura la responsabilité? Et donc, on ne peut pas chercher à prendre l'État en otage. D'autant plus qu'on ne touche pas au salaire des gens. Il s'agit des primes. Et ces primes revues à la baisse permettent encore à nos compatriotes des régies de pouvoir vivre décemment. Donc, que chacun comprenne la responsabilité qui est la tienne dans ce que nous avons à mettre en place et dans ce que le chef de l'État a décidé de mettre en place comme politique, s'agissant des Gabonaises et des Gabonais. Permettez-moi, Monsieur le porte-parole, de revenir sur les assises de demain, donc la 3e édition de New York Forum Africa. Un contre-sommet s'organiserait également demain par la société civile qui pense que le New York Forum Africa est une perte de temps. Quelle est votre réaction? D'abord, nous sommes en démocratie et les gens ont une liberté garantie par la Constitution, la liberté d'expression et d'opinion. Ça, c'est leur opinion. Et cette opinion, nous ne la partageons pas. Parce qu'en effet, je viens de vous démontrer que la tenue du New York Forum a des retombées directes sur une activité économique. Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et différents services liés à l'accueil des personnes. Que le New York Forum a permis de signer un certain nombre de contrats dont on voit aujourd'hui la matérialisation. Donc on ne peut pas dire que c'est pour rien. Mais nous comprenons qu'eux ne soient pas en phase, puisque de toutes les manières, comme on l'a déjà dit ici, chez eux c'est pavlovien.
Si nous disons à gauche, ils disent à droite. Même lorsque c'est bon. Voilà. Donc, si on dit rouge, ils disent vert. Donc, chez eux, c'est pavlovien. Et donc, nous comprenons tout à fait. Et qu'ils tiennent un contre-sommet, ce n'est pas nouveau. C'est la pratique désormais dans le monde. Dès qu'il y a un sommet, il y a un contre-sommet. Ils s'appellent ici les indignés, mais ils n'ont pas inventé ce label. Ils n'en sont pas propriétaires. Ça s'est vu par ailleurs dans le monde. Donc, ça serait quand même intéressant que de temps en temps, on innove un peu chez nous, en trouvant quelque chose d'un peu plus original pour baptiser les manifestations, mais chacun a ses choix. Donc, ils vont faire leur contre-sommet, il n'y a pas de problème, ils profiteront de la lumière qu'apportera le New York Forum pour exister, il n'y a pas de problème. Quand le soleil se lève, il se lève pour tout le monde. Donc, les médias qui vont couvrir le New York Forum pourront également couvrir le Forum des indignés du Gabon. Bon, la vraie question, c'est quel est l'objet de leur indignation? Parce que nous, notre indignation, c'est la pauvreté qui a été constatée et pour laquelle nous tentons d'apporter des solutions à travers notamment les politiques mises en place, y compris le New York Forum. Mais nous attendons toujours ce que les indignés proposent pour que les populations ne soient plus dans la précarité. Monsieur le porte-parole, des confrères qui animent les desks de sport s'interrogent. Là, le Gabon n'a toujours pas trouvé un sélectionneur pour son équipe nationale. Deux noms sont cités, des noms d'Espagnols. C'est comme si la sphère francophone n'avait pas d'expertise en la matière. On dit que derrière cette sorte de tergiversation se trouve la main invisible du bord de mer. Que répondez-vous? Les fédérations sportives sont indépendantes, autonomes dans leur fonctionnement. Et vous savez, s'agissant principalement du football, les conventions qui lient les États à la FIFA sont claires. Les États ne se mêlent pas des choix qui sont opérés. Mais il peut arriver que, gérant un pays, qu'un certain nombre d'options soient prises. Je ne suis pas certain que la main invisible, comme vous appelez, de la présidence soit là pour empêcher que l'équipe nationale ait un sélectionneur. Bien au contraire. Quant à la question de la sphère espagnole plutôt que francophone, mais si les résultats doivent être pris en compte, quels sont aujourd'hui les clubs qui ont les meilleurs résultats en Europe, là où le championnat de football et les compétitions sont les plus élevées dans le monde? C'est les clubs espagnols. La preuve, c'est que dans quelques jours, il y aura une finale de la Champions League qui va opposer deux clubs de la même ville, espagnols. Les Espagnols sont quand même champions du monde et d'Europe. Et donc, qu'on aille chercher des entraîneurs dans cette sphère-là, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je ne peux pas vous affirmer, et au contraire, je vous assure que la présidence n'a aucun intérêt à faire en sorte que l'équipe n'ait pas d'entraîneur, bien au contraire. Mais le choix d'avoir un bon entraîneur, quand même, c'est un minimum syndical. Après, on voit ce que les joueurs sont. Monsieur le porte-parole, j'aimerais revenir sur deux événements qui ont dominé l'actualité ces derniers jours-ci. Monsieur le porte-parole, il ne se passe plus une année sans que l'on enregistre des décès des sans-abri suite au glissement de terrain provenant des intempéries. Monsieur le porte-parole, la question que l'opinion se pose aujourd'hui est de savoir, compte tenu de la persistance chaque année de ces drames, quel est le regard de la présidence de la République par rapport à cette situation? Dernière préoccupation, là aussi, le regard de la présidence de la République par rapport à la résurgence des problèmes au niveau de la santé. La première dame vient d'effectuer une caravane à l'intérieur. Le constat, il est alarmant. La question est de savoir quel est le regard, une fois de plus, de la présidence de la République quand on sait que c'est des mêmes problèmes qui reviennent, notamment après la tenue des conseils des ministres délocalisés où d'importantes mesures avaient été prises. Il y a, sur la question de la santé, plusieurs types de problèmes. Vous évoquez les constats qui ont été faits par la Première Dame et qui ont été relayés par les médias. La Première Dame a engagé, sans trompette, une tournée dans le Gabon profond. Elle a souhaité que cette tournée ne fasse pas l'objet de mobilisation politique pour lui donner le temps et l'occasion de rencontrer la population sans trop
d'atours politiques et, on va dire, d'éléments de fait. C'est ce qui lui a permis, effectivement, d'aller au plus près. D'aller au plus près pour constater quoi? Pour constater le manque d'entretien des équipements, le manque de fourniture en équipement dans certains cas. Dans d'autres cas, des équipements existent, n'ont jamais été mis en fonction. À ce niveau, deux questions. Est-ce que nous attendons qu'il y ait une importation d'un type particulier de compatriotes qui viendraient dans nos sait trop d'où et qui viendraient, eux, faire preuve de patriotisme? L'obligation de l'État, c'est de construire des structures, de les équiper, de former des personnels, de les y affecter. Lorsque vous avez des structures qui existent, qui sont équipées, mais avec un personnel qui manque de conscience professionnelle et que les différentes hiérarchies départementales, provinciales, ne prennent pas les décisions. Il s'agit là de problèmes administratifs qui doivent être réglés à ce niveau-là. Nous comprenons parfaitement qu'il y ait des interrogations. Mais ces interrogations doivent tenir compte, par ailleurs, de tout l'investissement qui est fait dans le domaine de la santé. Il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas bien, sur lesquelles il faudra continuer à insister. Il y a des choses qui s'améliorent. Il faut aussi en tenir compte. La tournée de la Première Dame a eu le mérite de révéler ce qui continue à mal fonctionner et sur lequel il faut apporter des modifications. Mais c'est pour ça qu'elle a fait le Gabon profond, parce que par ailleurs, il y a des choses qui commencent à être améliorées dans les centres un peu plus, on va dire, importants dans l'arrière-pays et dans les principales capitales. Ensuite, vous demandez quel est le sentiment de la présidence sur les malheureux décès que nous constatons et qui ne peuvent réjouir personne. La vie humaine est ce que nous avons de plus cher et que chacun doit pouvoir préserver, et l'État doit accompagner, aider les gens à préserver la vie dans un environnement sain et qui permette un épanouissement de chacun d'entre nous. Il y a plusieurs éléments. Il y a le phénomène mondial du réchauffement et on voit partout, pas seulement en Afrique, partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, les dégâts que causent les intempéries. Donc il y a un phénomène mondial du réchauffement climatique que plus personne ne peut contester et qui est naturellement que les dégâts que nous constatons. Mais chez nous, ce phénomène est empiré par les constructions anarchiques, par l'urbanisation non maîtrisée et qui parfois conduit les compatriotes à bâtir dans des endroits déclarés non édificants. Lorsqu'on construit sur un lit de rivière, on se met soi-même en danger et on met les autres en danger. Et je me souviens que, s'agissant du précédent accident à Kingele, une haute autorité de l'État disait: est-ce qu'il ne faut pas être amené à faire en sorte que, de gré ou de force, on déplace des populations? Mais la question, c'est toujours vers où? D'où les efforts qui sont faits pour essayer de viabiliser les terrains et petit à petit procéder à cela. Mais ce n'est pas simple. Les situations qu'on connaît à Libreville aujourd'hui, ça a pris des dizaines d'années pour se construire, des dizaines d'années d'accumulation d'erreurs, et ce n'est pas en 3-4 ans qu'on va tout régler. Mais l'État a grandement pris conscience de cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des constructions nouvelles dans des zones nouvelles qui ne correspondraient plus à ce type d'habitat que nous avons. Naturellement, ce sont des choses que personne ne peut tolérer et accepter. Mais ça prendra du temps pour corriger. Merci de votre attention et à très bientôt.